Il y a des films que l'on regarde et il y a des films qu'on use. Speed, je l'ai pas seulement regardé quand j'étais enfant. Je l'ai tellement loué que le monsieur du vidéoclub avait fini par me reconnaître. Un jour, il m'avait donné la silhouette publicitaire du film. Ce jour-là était incroyable. C'était un trésor pour moi. J'avais l'impression de rentrer avec une partie du film à la maison. Mais un jour, mon père l'a jeté. Je me souviens, j'avais pleuré ce jour-là. Avec le recul, je me dis que c'était simplement un bout de carton. Mais quand on est enfant, c'est tout sauf du carton. Alors aujourd'hui, je n'ai plus la VHS, ni la silhouette, mais les souvenirs de Speed restent intacts. Keanu Reeves qui semble invincible, Sandra Bullock, mon premier crush cinématographique, le méchant qui tisse sa toile dans l'ombre, qui a toujours un coup d'avance, et le rythme effréné du film qui semble ne jamais s'arrêter. Quand je l'ai regardé en tant qu'adulte, la première chose qui m'a frappé, c'est la richesse du film. Un thriller à huis clos sous tension, une romance sous pression, capsule temporelle des années 90 qui agit directement sur la nostalgie. Quand j'étais enfant, je regardais Speed pour l'adrénaline, l'action. En tant qu'adulte, je le regarde pour sa mise en scène, la richesse de ses personnages, représentatifs des années 90. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est: est-ce que le film que j'ai usé en VHS quand j'étais enfant fonctionne encore en 2026? Je vous propose de remonter dans le bus. Dès le début du film, on est placé dans une vibe 90s. Ça commence par le générique d'intro qui est interminable. Le doublage des persos, je l'ai regardé en français pour me remettre dans le bain de mon visionnage quand j'étais enfant. Des persos principaux qui vont être hyper bien doublés, avec des voix qui suivront même Sandra Bullock ou Keanu Reeves par la suite, je crois. Et des persos secondaires où ça va être un peu plus aléatoire et voire dans le stéréotype. Vous êtes assuré? Ouais, pourquoi? En parlant de stéréotypes, on a un humour qui fonctionne bien tout au long du film. Et pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce qu'à ce rythme, dans 30 ans, t'auras une retraite minable et une saloperie de montre. On a certaines blagues qui sont un peu borderline, qui passeraient pas très bien aujourd'hui. Je pense notamment à celle de Sandra Bullock dans le bus, où elle demande si les passagers sont pris en otage parce qu'on a bombardé le pays des terroristes. C'est du second degré, hein, j'ai l'impression, quand elle demande, mais je sais pas si ça passerait aujourd'hui. Une grossièreté qui est représentative de l'époque dans ces films-là, je trouve, avec des répliques marquantes. Interro surprise connard, je vais t'éliminer de l'équation, c'est des phrases qui m'avaient marqué quand j'étais enfant. Et quelque chose que j'avais moins relevé quand j'étais enfant, c'était la vision des médias dans le film. Le voyeurisme qui limite peut mettre en danger les passagers du bus. Je trouve que même aujourd'hui, c'est assez pertinent parfois. Au milieu de tout ça, il y a Jack, le héros que j'admirais quand j'étais enfant. Enfant, je connaissais même pas le métier de Jack. Je le voyais simplement comme un super-héros, quelqu'un d'invincible qui allait se sortir constamment du problème auquel il faisait face. Quand j'ai revu Speed, j'ai vu quelqu'un d'imparfait. Donc pour commencer, un policier du SWAT, aux méthodes très mécaniques, qui parle souvent de résoudre des équations, prêt à faire des dommages collatéraux, à prendre des risques qui passent souvent près de la catastrophe, et un individu très sûr de lui, ce que va notamment utiliser l'antagoniste du film Howard à son avantage. Mais au-delà du film d'action, ce qui est intéressant dans Speed, c'est que Jack va devoir résoudre un problème. Ce problème, il a un nom, il s'appelle Howard. Donc dans mes souvenirs, ce personnage, il était inquiétant. Il agissait dans l'ombre. Je n'avais d'ailleurs pas le souvenir qu'on le voyait autant dans le film. Il avait toujours un coup d'avance également sur Jack. Aujourd'hui, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'il prenne tous les événements comme un jeu. Il va poser des défis, des devinettes, des équations qui entrent d'ailleurs en résonance avec le côté un peu mécanique de Jack, qui va être robotique pour résoudre les différents problèmes, les différentes situations dans lesquelles il va être. Et on a ce rapport de professeur-élève où on va avoir un professeur qui va essayer de mater un élève un peu trop sûr de lui. Le film devient donc un jeu grandeur nature. On a Howard qui va sans cesse renouveler ses défis, ajouter des règles à son gré. Et on a Jack qui va devoir réagir, s'adapter pour survivre. Le premier défi de Jack au cours du film, ça va être la scène de l'ascenseur. Cette scène, elle fonctionne bien. Elle va permettre de caractériser les personnages. On va commencer par découvrir au début du film Howard qui pénètre dans le building, qui va éliminer froidement et de manière violente une personne qu'il va trouver sur son chemin. Ça permet de montrer l'ampleur de la menace, de montrer aussi les méthodes de Howard qui sont sans concession pour arriver à son but. On découvre ensuite Jack et Harry. Jack qui va, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir des méthodes mécaniques, être prêt à prendre des risques, à faire des dommages collatéraux pour s'extirper d'une situation ou trouver la solution.
Harry, lui, va avoir davantage un rôle de mentor, va essayer de tempérer les ardeurs de son jeune collègue. On a ensuite rapidement les règles du jeu qui vont être expliquées, un compte à rebours, des contraintes, donc Howard qui demande une grosse somme d'argent. Je vais faire un petit point aussi sur la mise en scène que j'ai trouvé hyper efficace dans cette scène. On va avoir un jaune oppressant dans l'ascenseur, une caméra rapprochée des personnages, un montage hyper dynamique qui va rendre le tout hyper stressant et hyper intense. Le film, en fait, au cours de cette scène, il nous présente le jeu avant qu'on puisse entrer dans le bus. La scène du bus va être le cœur du film. On va avoir un concept très simple, une bombe placée sous un bus, et ce dernier ne devra pas descendre sous les 80 km/h. Le bus va littéralement devenir un personnage, toutes les parties vont être mises à contribution. On va avoir l'intérieur pour l'aspect huis clos, retranscrire la tension, la panique chez les personnages. On va avoir différents stéréotypes de personnages qui vont avoir des réactions différentes au danger, qui va accentuer les conflits entre eux, la sensation de panique générale. L'extérieur, de par la mise en scène, on va avoir une caméra en hauteur qui va retranscrire tous les obstacles sur le parcours, une caméra proche du bitume pour accentuer la sensation de vitesse, et aussi une caméra dynamique autour du bus pour renforcer encore cet aspect-là. La partie sous le bus va être aussi exploitée. On va avoir une scène hyper marquante où on a Jack qui va essayer de désamorcer la bombe. C'est l'une des scènes, je trouve, dans lesquelles on ressent le plus le danger. Le réservoir va être percé à ce moment-là, d'ailleurs, ce qui va accentuer cet aspect compte à rebours. Et pour finir, un élément qui va revenir hyper régulièrement, c'est le compteur de vitesse. Pour nous rappeler constamment le danger dans lequel sont les personnages et matérialiser la règle du jeu. En termes de mise en scène, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est le fait que le film essaye de rendre plus physique, tangible, des éléments comme la chaleur. On va voir nos personnages transpirer. Lorsque Jack va intervenir pour désamorcer la bombe, il va revenir sale, plein de cambouis. Je trouve que c'est des éléments simples qui retranscrivent pourtant une sensation de danger, de vitesse accentuée par rapport à ça. Le scénario contribue aussi à renforcer cette tension. On va avoir des péripéties, une montée en puissance. Ça va commencer avec les tensions entre les personnages. Le chauffeur qui va se faire tirer dessus, ce qui va obliger Annie, un passager, à conduire le bus. Les scènes en ville, où on va avoir notamment la scène de la poussette qui m'avait marqué quand j'étais enfant. Et la scène iconique du film, le saut du bus, lorsque l'autoroute n'est pas terminée. Hyper impressionnante. Et je me permets d'en reparler, la scène sous le bus, mais c'est vraiment l'une des scènes qui retranscrit, je trouve, le mieux le danger. On sent le bitume sous Jack, on sent qu'il est en position très délicate. Pour l'anecdote, le film avait un budget de 30 millions de dollars, qui peut paraître modeste aujourd'hui. Le bus n'allait pas toujours à 80 km/h. Les équipes utilisaient une caméra basse, le montage dynamique, des plans réguliers sur le compteur de vitesse pour accentuer cet aspect de vitesse. Et pour finir, la scène iconique du film, le saut du bus. Le décor ne permettait pas de faire un saut aussi spectaculaire. Les équipes ont triché sur la géographie, l'angle de la caméra pour que le saut rende aussi spectaculaire. Quand j'étais petit, j'avais l'impression de voir quelque chose d'impossible. Là, quand je le regarde avec un œil d'adulte, je vois un tour de magie de cinéma hyper impressionnant, hyper réel. Dans le bus, on va faire la connaissance d'Annie, interprétée par Sandra Bullock, l'un de mes amours d'enfance. Ce qui va la caractériser, c'est son humour. Le fait aussi que ce soit un personnage lambda dans une situation extraordinaire, ça va nous permettre de nous identifier à elle, de réfléchir à ce qu'on ferait dans sa situation. On va la voir râler, avoir peur, culpabiliser lorsqu'il va y avoir des morts parmi les passagers. C'est aussi la dimension romantique dans le film, sa relation avec Jack, leur complicité progressive, l'évolution de leurs sentiments, accentuée par la tension de la situation. L'une des relations que j'avais complètement éludées quand j'étais enfant, c'est celle de Jack avec Harry. Dans mes souvenirs d'enfant, il mourait très tôt, Harry, au cours du film. Je me suis aperçu que c'était l'un des personnages secondaires les plus représentés dans le film. Donc c'est le mentor de Jack, il a une relation de confiance avec lui, il va le tempérer, le compléter. Sa mort est hyper marquante, elle m'avait déjà marqué enfant. Je pense qu'elle m'avait marqué parce que c'était le fait qu'un gentil puisse mourir. Là, en tant qu'adulte, ce qui m'intéresse, c'est plus le fait que ce soit la mort du mentor. Le fait que cette mort soit nécessaire pour permettre l'évolution du protagoniste principal, Jack. Howard, justement, il m'inspirait la crainte quand j'étais enfant. Dès la première séquence dans laquelle on le voit apparaître, qu'il a une réaction hyper violente face à une personne qu'il rencontre dans un building. Même avec mon regard d'adulte, j'ai trouvé cette scène très violente. Je me dis que je l'ai vu, j'avais moins d'une dizaine d'années, c'était une autre époque. J'avais aussi le sentiment qu'il apparaissait moins à l'écran. J'ai été surpris du nombre de séquences dans lesquelles on le voit
élaborer son plan, tisser sa toile dans l'ombre. Ce que j'avais pas perçu quand j'étais enfant, c'est la complexité du personnage, le fait que c'est un personnage brisé, qui a tout perdu. C'est un ex-démineur qui est devenu invalide lorsqu'il exerçait ses fonctions. Il estime que le système l'a abandonné et il veut faire payer ce système tout simplement. De son point de vue d'ailleurs, j'ai l'impression que Jack il illustre un peu ce système-là et que c'est pour ça qu'il prend un malin plaisir à s'amuser avec lui et qu'il veut même pas le supprimer directement. Il va d'ailleurs sous-estimer Jack, penser que dans son binôme avec Harry est le cerveau et que sans ce dernier, il n'est pas capable de lui faire face. C'est d'ailleurs ce qui va mener à sa perte dans le face-à-face final, qui va se dérouler dans le métro. On a Howard qui va faire captive Annie, qui va la munir d'une ceinture d'explosifs. En termes de tension, ça fonctionne. Ce qui m'avait marqué quand j'étais enfant, le souvenir principal que j'en avais, c'était la mort d'Howard, celle dans laquelle sa tête se détache. Avec le recul, quand je l'ai revu, j'ai trouvé que la mise en scène faisait un peu cheap par rapport au reste du film, que ça faisait beaucoup moins réel. J'ai trouvé aussi le personnage d'Howard un peu caricatural dans les derniers moments du film. Lorsqu'il s'aperçoit que Jack l'a mené en bateau, il va jusqu'à se mettre en danger, monter sur le train, perdre complètement le contrôle. Pour continuer sur les aspects globalement qui m'ont laissé un peu dubitatif sur le film. Il y a, comme je le disais précédemment, certains dialogues, certaines blagues qui passent un peu moins bien aujourd'hui. Mais à côté de ça, il y a tellement de positifs à dire, que ce soit le concept simple mais poussé au maximum, la tension, les personnages, le thème musical qui est hyper impactant et le mélange des genres qui fonctionne hyper bien, je trouve. Quand j'étais petit, Jack était un super-héros. Aujourd'hui, je vois un film extrêmement bien construit, avec une mise en scène qui transforme un concept tout bête en machine à tension. Mais au fond, ce n'est peut-être pas pour ça que je me souviens autant de Speed. Je me souviens surtout de l'époque où je l'ai découvert. La VHS a disparu, la silhouette aussi, mais la sensation est restée.